Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. Trust the process. Trust the process. Bon début de semaine, 8e épisode de Processus avec Martin Thériault, Marco D'Amico et moi-même, Anthony Marcotte. On vous souhaite la bienvenue. Déjà 8 semaines de ce podcast. On amorce maintenant le mois de novembre. C'est parti pour un autre gros mois. Regardez le calendrier de la Ligue nationale, c'est excessivement chargé. Beaucoup de hockey au cours du prochain mois pour les différentes équipes de la Ligue nationale. Puis le Canadien, trône parmi les meilleures équipes du circuit avec 9 victoires et 3 défaites à sa fiche. Prochain match ce soir, au moment de l'écoute du podcast, contre les Flyers de Philadelphie. On va accorder davantage d'attention aujourd'hui, si vous le voulez bien, dans le premier bloc, au Rocket de Laval. On va aller faire un tour également en Russie au cours de ce podcast. Bref, un bon menu encore une fois pour la 8e semaine. Messieurs, d'abord, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Moi, j'étais 100%. Ça va bien, puis on est en mode espoir aujourd'hui. Écoute, je salue notre humble serviteur Jacob, qui est un partisan de David McKenna avec son coton ouaté Penn State. Ouais, donc, quand même. Ouais. As-tu payé bien cher? Parce que. OK, c'était avant, parce que là, ils ont quand même McKenna à payer. Ouais. Il y a un programme de football qui est pas pire aussi. Je là, sais donc. bien. N'importe quelle grosse université qui se respecte aux États-Unis, il y a beaucoup de bidous. Là, évidemment. Le Rocket en fin de semaine, en fait, une semaine complète à domicile, quand même un bilan respectable, 2 victoires en 3 rencontres, aurait pu aller chercher des points supplémentaires dans le match de vendredi, une défaite sur un but tardif en fin de 3e période. Quand même une bonne semaine pour le Rocket qui là vient d'obtenir du renfort, le retour de David Reinbacher, et également de William Trudeau, Mark Del Gaizo qui est redescendu. Ça change complètement ta brigade défensive. Puis à l'attaque, il y a évidemment Joshua Roy qui est redescendu du Canadien. Donc le Rocket se ressemble un petit peu plus. Vous avez regardé ça un petit peu en fin de semaine. En général, vous pensez quoi de l'édition 25-26 du Rocket? Là, je pense qu'on a un meilleur portrait de ce que cette équipe-là avec le retour des blessés. Ouais. Puis je pense qu'une équipe comme les Americans de Rochester en fin de semaine était un bon test parce que pas l'équipe la plus physique, mais qui patine très rapidement. Moi, j'ai l'impression qu'on les avait affrontés. Puis en fait, il y a eu un match où on s'est fait complètement déclasser la semaine dernière. On a perdu 6-2. Et la brigade défensive, outre Adam Mengstrom, tout le monde était des réservistes tout prêts. T'avais des Josa Didier, des Wyatt Wiley, des Ryan O'Rourke, qui d'ailleurs, ces deux derniers-là, sont maintenant du côté des Lions de Trois-Rivières. Ouais. Mais là, avec cette défense-là, tu vois qu'est-ce que ça donne un peu plus. À défaut que tout le monde soit très rapide, donc tu as un gars comme Nate Clermont n'a peut-être pas le meilleur coup de patin, mais l'expérience, comment être capable de jouer dans les coins, comment être capable de suivre justement les joueurs un peu plus rapides des Americans et tout ça. Je pense que c'est là que tu vois un peu plus qu'est-ce que le Rocket a dans sa manche, et avec les vétérans du côté de l'attaque, ça, je veux dire, il n'y a pas eu énormément de changements par rapport à l'an dernier. Là. Tu vois que c'est une équipe, on parlait de cette équipe-là comme l'une des favorites peut-être encore cette année. Là, je pense qu'on a un meilleur indice. Là. Ouais, mais tu viens de regagner 3 de tes 4 meilleurs défenseurs d'une shot. C'est certain que ça va l'aider beaucoup. Puis je pense que Adam Engstrom, on l'a vu beaucoup plus aussi avec la venue de Trudeau, de Reinbacher, etc. Je pense qu'il était plus capable de s'aventurer offensivement vu que tu avais plus de défenseurs pouvant l'aider avec ses minutes, avec tout le temps de jeu qu'on lui accordait. Et là, spécialement en attaque, je pense que c'est là où tu veux voir un peu plus de développement. Là, tu as tes défenseurs. Là, ton jeu de transition est revenu. Ça passe pas tout par Engstrom. Là, David Reinbacher a une très bonne première passe. On le sait que Del Gaizo a une bonne première passe. William Trudeau, Steady Eddie, lui, il joue les deux côtés de la glace très bien dans la Ligue américaine. Donc, c'est là où tu voulais voir l'offensive vraiment prendre un peu d'envol. On l'a pas nécessairement vu le vendredi. Là, c'était un match plutôt serré. Mais vraiment, les choses ont débloqué grâce, on va se le dire aussi, à Laurent Dauphin. Puis ses performances excellentes, et aussi Jared Davidson qui, lui, selon moi, est vraiment en train d'éclore dans la Ligue américaine. Donc, tu as certains joueurs qui vraiment commencent à se donner, puis c'est ça que j'aime voir. Là, comme Marty a dit, on peut vraiment faire une évaluation directe, puis les Americans avaient des très bons joueurs de leur côté. Ishak Rosen,
tu as un excellent joueur. Noah Stuland, aussi un premier choix. Donc, même si Eric Kulik est en train de jouer avec les Sabres de Buffalo, il y a encore de la bonne jeunesse. LNES aussi, qui joue. Donc, plusieurs premiers choix encore là. Ryan Johnson, si je me trompe aussi. Donc, ça reste un très bon club, les Americans. Puis la façon que le Rocket ont joué, je trouvais ça vraiment, spécialement le deuxième match, beaucoup plus cousu, beaucoup plus uni. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de conversations sur le banc. On voyait les joueurs actifs. Et écoute, je crois que Jacob Fowler en a joué toute une samedi aussi. 36 arrêts, son 38 tirs. C'est le genre de performance que tu veux voir. Donc, pour moi, une bonne semaine aurait pu être meilleure, mais selon moi, quand même une bonne semaine compte tenu du fait qu'il y avait autant de blessés et que tout le monde revenait tout en même temps. Ils ont blanchi les Phantoms mercredi. Fowler, 17 arrêts, sans être exceptionnel. Il a fait son travail. C'est quand même une très bonne semaine pour Fowler. Évidemment, là, l'intérêt vient d'augmenter un petit peu avec le retour de David Reinbacher. Les gens vont regarder de très, très près ce qu'il va faire cette année. Il a énormément besoin de jouer, c'est sûr et certain. C'est quand même presque 2 années de recul, on peut le dire. Là. C'est beaucoup de millage, beaucoup de retard à rattraper dans son cas, de synchronisme aussi. Il s'est fait battre sur le but vainqueur vendredi là, de Trevor Kuntar et s'est fait prendre un petit peu à contre-pied, il se fait déborder, puis finalement, ça devient un but. Il va avoir besoin de jouer, c'est évident. Je pense que Laval est le meilleur endroit pour lui pour ça présentement. Ben, je pense que c'est assez évident. Tu sais, quand on parle de millage, c'est pas une fabulation, c'est une réalité. C'est d'enchaîner des présences et des présences. Puis c'est pas simplement d'être bon dans le premier match. On t'a mentionné son erreur justement sur le but de Trevor Kuntar. Mais c'est d'être bon malgré un 3 matchs en 3 soirs, malgré le fait que tu es pendant une semaine et demie à l'étranger. Toutes les situations un peu compliquées de jouer malgré le fait que tu es des petits bobos, parce que ça semble cliché, mais tout le monde, à un moment donné, joue avec des légères blessures, qu'on le veuille ou non. Donc, je pense que c'est le gros point pour David Reinbacher. Moi, ce que j'ai pu voir en fin de semaine, je suis quand même encouragé par un aspect. On parlait beaucoup de ces séries l'an dernier avec le Rocket. Moi, il y a un aspect qui me décourageait un peu de David Reinbacher. C'était souvent sa gestion dans les coins de patinoire dans sa zone. Je trouvais premièrement, il était beaucoup trop lent. On s'entend quand tu veux parler de Ligue américaine et encore plus LNH, c'est l'exécution qui fait foi de tout. Tu dois enchaîner tes décisions. Tu dois réagir sans penser. Et je trouvais que trop souvent, il prenait le temps de protéger la rondelle avec son dos. Et là, ça faisait en sorte que la pression arrivait plus rapidement. La rondelle demeurait dans les coins de patinoire, ça créait des revirements. Au moins, ce que j'ai trouvé de Reinbacher, à défaut d'avoir été parfait, il y a encore quelques petites erreurs au niveau lecture de jeu, comme on a vu sur le but de Kuntar. Mais à quelque part, au moins, il prend les décisions plus rapidement. La rondelle sort plus efficacement de son territoire. Et moi, tu vois, samedi, par exemple, j'ai trouvé qu'à l'attaque, il commençait justement à reprendre ses aises. C'est anodin, il ne s'est rien passé là-dessus, mais en deuxième période, à un moment donné, il a repéré qu'Alex Belzil avait une belle chance, qu'il avait la rondelle dans le coin de la patinoire à gauche. Il s'est glissé dans le dos des défenseurs, a obtenu une chance. Belzil ne l'a pas vu, mais c'est quand même pour dire qu'il y a quand même certains automatismes que déjà dès le deuxième match qu'il était capable de voir. Donc au moins l'exécution, ça c'est bon. Maintenant, c'est le millage qui est à prendre. Ouais, puis c'est non seulement le millage, mais c'est de bâtir des nouvelles habitudes. La raison pourquoi un jeune comme Reinbacher se permettait le temps d'aller protéger avec son dos la rondelle dans le coin, c'est parce que lui, il venait d'un système de glace olympique en Suisse. Donc, c'est certain que tu as 2 secondes d'habitude de plus que dans la Ligue nationale pour non seulement aller chercher la rondelle dans le coin, mais ensuite avoir le temps de prendre une décision. C'est là où les répétitions viennent en ligne. C'est là où tu dois t'habituer non seulement à être capable de scanner qu'est-ce qui se passe autour de toi pour être à l'aise avec qu'est-ce qui se passe dans ton environnement, mais aussi, avant même que tu touches la rondelle, savoir déjà avoir une idée de qu'est-ce que tu veux faire. Le problème avec Reinbacher, c'est que, puis ça, c'est un problème avec les défenseurs en Europe sur la grosse glace en général, c'est qu'on les apprend pas nécessairement de faire ça immédiatement, sauf les joueurs avec un QI hockey absolument élite. Et donc, c'est là où, exemple, un gars comme Rasmus Dahlin était excellent. Lui, savait exactement qu'est-ce qu'il faisait en Suède, le moment qu'il avait la rondelle, puis il partait. Mais c'est pas nécessairement la même chose qui a été appris à David Reinbacher, parce qu'on se souvient, à Clutton, c'était un désastre total là, en termes de développement l'année après son repêchage. Ils ont passé 3 entraîneurs-chefs, si je me souviens bien. Donc, pas nécessairement fameux.
Quand on a parlé à Pascal Vincent par rapport à ça, il nous a expliqué, à BPM Sport, que David Reinbacher faisait partie de tous les meetings d'équipe, était dans toutes les séances de vidéo, était en pratique sur glace avec les joueurs, même s'il n'y avait pas de contact. Donc, il a pu travailler sur certaines choses. Une des lacunes de David Reinbacher, côté transition vers l'Amérique du Nord, c'est la façon dont il se positionne en zone neutre et aussi l'utilisation de son bâton. Donc, David Reinbacher, si on l'a vu sur le but de Kunter, a essayé d'harponner la rondelle. C'est le côté timing avec son bâton. On l'a vu aussi en pré-saison. Il s'est fait battre en s'élançant à toute vitesse vers une rondelle libre. Son bâton a manqué la rondelle et le joueur des livres s'est passé à côté puis a marqué. C'est ce genre de manque de synchronisme-là, mais c'est quelque chose que Pascal Vincent a dit. Pas de panique, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qu'on envisage travailler. Et la raison pourquoi David Reinbacher était en maudit après le match-là, c'est parce que lui, il sait aussi que c'est quelque chose dont il doit travailler. Et d'avoir cette erreur-là étant visible encore plus sur la loupe parce que c'est son premier match et ça donne le but vainqueur à l'autre équipe, c'est là où tu peux t'assurer qu'un joueur intelligent comme David Reinbacher va apprendre de cette leçon-là. Quand tu parles d'exécution et tout ça, là, la différence entre le style européen et le style nord-américain, tu as tellement raison. Là. Je me souviens, Charles-Édouard Astou, à un moment donné, qui maintenant est avec le Lightning, m'avait fait l'inverse, m'avait déjà parlé de ça. Il m'avait dit, écoute, j'étais en Amérique du Nord, j'étais dans la Ligue américaine et dans la CHL, puis tu sais, il dit, toute ma vie, on m'a toujours enseigné à relancer la rondelle le plus rapidement, à aller vers l'avant, toujours vouloir faire progresser le jeu. Puis quand il est débarqué en Finlande, ça a été un ajustement dans les 10 ou 15 premières rencontres parce que là, il tentait de relancer rapidement, puis les entraîneurs lui donnaient des tapes sur les doigts. Non, ici, on ne fait pas ça. Tu t'installes derrière ton filet, t'attends que le jeu se développe, t'attends d'avoir des unités de 5 pour être capable de relancer et on prend notre temps. Ouais. Donc, dans le cas de Reinbacher, je pense que c'est un peu ça. Tu as un excellent point, Marco. Là, ça, je pense que c'est là l'ajustement qui est normal. Je veux dire, il n'y a pas eu énormément de millage, on le répète. Là. Donc, ça va simplement venir avec le temps. Mais tu vois, comme des défenseurs comparables, Axel Sandin-Pellikka a commencé très bien à Détroit, mais les 4 derniers matchs, là, c'est épouvantable défensivement. Pourquoi? La même raison. Oui, il est absolument talentueux offensivement. Il a un très, très bon tir. Mais c'est les prises de décision ou le temps nécessaire pour prendre la bonne décision qui est en train de le tuer en zone défensive. C'est ça qui fait en sorte qu'il y a des revirements. C'est ça qui fait en sorte qu'il se fait déborder physiquement. C'est parce que si tu te laisses dans une position où tu vas te faire ramasser par un joueur ou tu laisses la rondelle disponible pour un poke check, c'est là où tu t'ouvres à un certain niveau de pression puis tu cafouilles. C'est la même chose avec David Reinbacher. C'est ça les jeunes défenseurs en Europe. C'est pour ça que je préfère voir ces jeunes-là faire du galon dans la Ligue américaine parce que ce que Reinbacher a, la longue portée, le bon tir, le bon patin, je crois que ça va juste s'améliorer, ce côté-là. Mais c'est la façon qu'il pense le jeu. Puis une des choses que je me suis fait dire de Reinbacher, même pas juste du CH, de d'autres recruteurs de d'autres équipes, c'est que Reinbacher est un des joueurs les plus coachables au monde. Et si tu t'assis avec lui, il va finir par comprendre. Il a juste besoin de le temps de l'exécuter. Donc, on revient toujours au même problème. En anglais, on le dit « The best ability is availability ». Il doit jouer des matchs. Il doit être disponible pour jouer des matchs en profusion, 20 plus minutes par match, sur au moins une séquence de 50 matchs cette saison pour vraiment prendre du galon. Et je crois fermement avec Pascal Vincent, on va voir un progrès là-dedans. Moi, je l'ai vu beaucoup quand même, Reinbacher, dans le peu d'échantillons qu'on a eu, entre autres les dernières séries du Rocket. Vous le savez, j'ai décrit les matchs. Moi, ma plus grande inquiétude pour lui, c'est ses pieds. Ouais. Sa mobilité, comment il va réagir avec la vitesse de la Ligue nationale. Ça m'inquiète un petit peu. La pression, Marty en parlait tantôt, c'est vrai, il peut être vulnérable quand tu y amènes la pression. Moi, je pense dans une ligue de patineurs, ça va déterminer pas mal plus l'impact qu'il va avoir dans la Ligue nationale. S'il améliore pas ça, il va avoir de la difficulté à jouer sur un top 4 de la Ligue nationale. S'il ne devient pas ce gars-là pour le Canadien, c'est une erreur de l'avoir repêché 5e au total. Absolument. Puis je pense que dans une situation comme David Reinbacher, les partisans ne le voient pas, genre hors de la patinoire, mais tu devrais voir ses jambes sont. J'ai la même grosseur de jambes que David Reinbacher, puis je suis pas un athlète. Là. Ses blessures aux genoux lui ont, selon moi, enlevé la capacité de vraiment prendre de la puissance sur le bas du corps.
Et je pense que tu le vois, là, c'est pas proportionnel, son physique. Son torse est très bien bâti, tandis que le bas du corps, c'est pas nécessairement fameux. Donc, c'est certain qu'il va devoir rattraper cet aspect-là. Et je suis sûr que rendu au moment où il va être capable d'en prendre un peu plus de muscle côté bas du corps, c'est là où le patin va sortir. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé l'explosivité de son patin en pré-saison. Moi, j'ai vraiment trouvé qu'il était capable de couvrir beaucoup de glace. C'est quasiment comme une pieuvre sur la glace, tellement qu'il prend de la place. Puis ça l'aide beaucoup parce qu'il est 6 pieds 3. Puis il a une longue portée. Mais je trouvais qu'il était capable d'attaquer de la glace libre avec beaucoup plus de conviction cette année comparable à l'année passée. En série, je pense que c'était ça le gros problème. Vraiment, on l'a vu contre Charlotte, beaucoup plus. Mais défensivement, je trouvais qu'il était capable de zero in, vraiment comme arriver puis mettre la pression plus vite que n'importe quel autre défenseur dans cette série-là contre les attaquants adverses. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'il prenait du galon le plus que les séries avançaient. Lui puis Engstrom, on les voyait beaucoup plus côté défensivement dans cette série-là qu'on les voyait, mettons, défensivement contre les Americans, exemple. Et je pense que c'est cette expérience-là, cette idée de tu vois de la glace libre, attaque-la. Puis c'est pas par chance qu'il y a eu ses meilleures opportunités offensives dans la troisième série. Et c'est là où il y a eu le plus de points aussi. Son but, beaucoup de passes, parce que il couvrait beaucoup de glace. Mais ça vient avec la confiance aussi. Y a-tu de l'offensive dans sa game? Moi, je pense que l'offensive de David Reinbacher va venir de son tir et sa transition. Oui. Ça va pas être à cause que lui va créer l'offensive lui-même. Non, c'est ça. C'est pas un Axel Sandin-Pellikka dans ce contexte-là, où ça va être lui qui va partir le jeu. Mais David Reinbacher, selon moi, là, ça va être ses tirs qui vont le rendre dangereux, qui vont probablement créer de la confusion parce qu'il y a un très bon tir, mais c'est aussi sa bonne première passe. Puis c'est là où c'est le timing. Sous pression, c'est là où il cafouille. Mais s'il est capable d'avoir la demi-seconde de plus dans son jeu puis penser la game un peu plus vite, sa première passe est excellente. Et qu'est-ce qui est vraiment difficile avec David Reinbacher, c'est de lui harponner la rondelle quand lui est en transition avec la rondelle. Donc, si les soucis d'Anthony, côté patin, sont rendus à la donne avec David Reinbacher et lui est capable d'améliorer sa puissance de patin, ce qui est fortement possible, c'est là où il va être dangereux. C'est là où les points vont probablement venir parce que ça va être le troisième homme sur plusieurs jeux. Puis je pense que c'est là où l'offensive va venir. Mais quand on parle de patin, les gars, moi, je pense que c'est plus le patin de reculon. Parce que là, ce qui est d'avant, David Reinbacher... C'est là où tu as besoin de le plus de puissance, vraiment, ton reculon. Parce que c'est là où tu travailles vraiment tout le muscle pour vraiment essayer de repousser. Et c'est très difficile d'arrêter, repousser, puis repartir de l'autre côté. Oui, non, absolument. Mais c'est de dire qu'il y a quand même quelque chose à faire. Tu sais, on parlait de l'aspect offensif. Moi, David Reinbacher, puis je pouvais pratiquement me faire planter son 1% en 2023, mais je trouvais qu'il y avait plus de jeux offensifs qu'on pouvait penser. C'est pourquoi je l'avais 8e, moi, en 2023. Parce que, de temps à autre, moi, je me souviens d'une séquence, malheureusement, il s'était blessé là-dessus. Là. C'était au championnat mondial. Ouais. La façon qu'il transportait la rondelle et que lorsqu'il était à pleine vitesse, il avait de la puissance. Il n'avait pas froid aux yeux de déborder ou un 2 joueurs. Puis là, c'est ça, il s'est blessé sur une séquence comme ça contre la Suède. Mais il est capable de faire cette progression-là. Et par rapport à son patin arrière, comme Marco a dit tout à l'heure, je suis d'accord avec lui. Dans les matchs du camp des recrues, dans les matchs préparatoires, du peu qu'on a vu, j'ai trouvé qu'il y a eu une amélioration. J'ai trouvé qu'il y a un peu plus d'explosion. Son jeu de pied s'est amélioré. Il bouge peut-être un peu mieux les pieds. Et là, j'avais hâte de voir avec les 4 semaines d'inactivité qu'est-ce que ça allait faire. Est-ce que ça allait être un problème encore? Et c'est pourquoi que, bon, on peut voir le verre à moitié vide de dire, écoute, on voudrait qu'il soit Lane Hudson et qu'il crée plein de choses, mais c'est pas ça, David Reinbacher. C'est un gars plus intelligent et qui est fiable dans les deux sens de la patinoire. Mais par contre, sur le point de vue, quand j'ai parlé d'exécution, je trouvais que ça s'était amélioré, mais ça passe par le coup de patin. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était quelque chose de mieux. Et pour le jeu offensif, je reviens là-dessus, c'est pas Hudson. Non. Mais je pense que si tu l'utilises sur une deuxième vague avec énormément de temps de jeu, à long terme, disons, là, il y a quelque chose à faire quand même. Là, je sais que l'échantillon est très petit, trop petit. Pour s'auto-conclusion avec son 9 ans en fin de semaine. Mais est-ce qu'il y a une possibilité de voir Reinbacher à Montréal pour finir la saison? Dans la même façon qu'on a vu Logan Mailloux finir la saison en 2022-2023 avec le Canadien. Ou 2023-2024. Je me souviens plus exact. Les années passent trop vite pour moi, les amis. Mais
Il y avait un match de fin de saison. C'était pas l'année où Lane Hudson On lui a donné un match en fin d'année. Un match bonbon en fin d'année. Ouais. C'est ça que je veux dire. OK. Fait que Mais pas avant. T'as Adam Engstrom qui, selon moi, a fait plus de chemin. Il est plus vieux, a fait plus de chemin, a joué 2 saisons professionnelles avant de faire le saut en Amérique du Nord, a joué la saison complète l'année passée, joue la saison complète en ce moment. C'est le défenseur numéro 1 en l'absence de David Reinbacher et William Trudeau. Selon moi, c'est celui qui est le plus proche de la Ligue nationale. Tu as des décisions à prendre avec lui. Tu as Michael Matheson que tu as besoin de signer. Il y a des équipes qui vont s'intéresser à ce que le Canadien va faire avec leurs jeunes défenseurs parce que tu en as 3 de gauchers en ce moment avec Struble, Xhekaj et Engstrom. Et le Canadien va devoir prendre une décision bientôt parce que le ballottage va figurer dans le dessin bientôt. Donc, c'est certain que pour moi, c'est Adam Engstrom si ils sont pour le jouer. Ouais. Si c'est juste une police d'assurance quand tu t'en vas sur la route comme ils ont fait avec Del Gaizo, c'est Del Gaizo. Mais en termes de mérite, ça Donc, devrait... s'il y a un blessé maintenant, c'est Engstrom. Il y a une raison pourquoi il joue Engstrom à droite. Ouais, c'est ça. Je pense que ça dépend un peu du rendement du Rocket cette saison. Dans le sens que si le Rocket connaît une saison comme l'an dernier, par exemple, que là, on réussit de s'assurer du championnat de la saison de la Ligue américaine, qu'on n'a plus vraiment quelque chose à gagner dans les 2 ou 3 derniers matchs, là, tu peux peut-être rappeler Reinbacher, lui faire jouer, comme Marco l'a mentionné, peut-être 1 ou 2 matchs, comme Logan Mailloux l'a fait dans les dernières années, comme Lane Hudson l'a fait également il y a 2 ans. Sauf que lui, c'était sa signature de contrat. Ouais, c'est ça. Ouais, là, on comprend que la situation est un petit peu différente. Mais là. la bonne chose, c'est que le Canadien n'augure pas à signer un jeune des rangs universitaires en défensive. Non. Ça risque d'être Michael Age et juste ça. C'est juste ça. Je pense qu'un comparable à faire, c'est Justin Barron. Quand Barron, on l'avait à Laval, on lui a donné un bonbon, mais on va donner le rappelant au fait, avec des résultats coup-ci, coup-ça. Ouais. Tu sais, Barron, là, on l'a envoyé au terme du camp à Laval. Tu sais, développe ton jeu, mais alors qu'il y avait une place à perdre au camp, il l'a perdu. Ouais. On l'avait envoyé à Laval, puis... Sauf que Justin Barron avait beaucoup plus d'expérience au niveau millage puis au niveau professionnel. Ouais. Justin Barron, avant qu'il s'amène dans l'organisation des Canadiens, a passé une saison dans l'organisation de l'Avalanche du Colorado avec les Eagles. Donc, tu sais, je pense que là, dans le scénario où tu avais Justin Barron, que tu as quand même donné Arthurie Lekonen en retour, donc tu voulais tu avais quand même de grandes attentes envers lui. Ouais. Tu l'as rappelé immédiatement. Il n'y avait pas beaucoup d'ouverture non plus. Souviens-toi, les Canadiens, il y a quelques années, c'était laborieux à tous les niveaux. Là, la situation a changé. La brigade défensive est pas mal plus solide. Et dans le cas de Reinbacher, je reviens avec le millage, mais il n'a pas encore eu ces répétitions-là et il les a pas eues en Amérique du Nord, alors que Barron, lui, c'était le contraire. Il a joué notamment avec les Mozats d'Halifax. Ça l'a déjà préparé dans la LHJMQ. Puis par la suite, une saison dans la Ligue américaine. Lui, il n'a pas été blessé, contrairement à Reinbacher. Ouais, mais il y a eu le problème de caillots de sanguin. Aussi, il a manqué du temps lui aussi. Puis ça l'a affecté Greg Cronin, qui est maintenant l'entraîneur du Wild d'Iowa, était l'entraîneur des Eagles du Colorado avant de passer aux Ducks d'Anaheim. Puis il m'avait dit, on l'a vu au début, il avait manqué un peu de temps à cause de ses caillots de sang, puis après ça, il est revenu. Ça a pris 5 à 10 matchs pour se reprendre, puis on a vu l'offensive, mais, puis comme tous les partisans le savent maintenant, on voulait voir un peu plus d'implication physique, un peu plus de oomph dans son jeu. Ouais. Puis ça vient avec un manque de millage dans les rangs professionnels, puis il est allé chercher un peu ça en jouant à Laval, puis c'est pour ça qu'on a vu des résultats comme ci, comme ça, parce qu'il y en avait des bons matchs avec le CH, mais c'était pas constant. Fait que si tu veux ça, rappelle Reinbacher, mais si tu veux de la constance, laisse-le là toute la saison si tu as besoin. Tu as d'autres options de rappel. Et honnêtement, tu as d'autres points d'interrogation organisationnels que tu as besoin de répondre qui va te permettre aussi du temps avec David Reinbacher. Mais tu sais comme moi, Marco, que la plupart des partisans ne verront pas les choses de cette façon-là. Si tu penses comme un partisan, tu vas vite te rendre un partisan. D'accord avec toi. D'accord avec ça. C'est toujours le danger comme organisation. Je dis pas ça de façon arrogante, je suis pas pour rabaisser, mais c'est la job d'un DG de ne pas penser émotionnellement. Exact. Mais c'est certain que si jamais tu as un besoin, que Reinbacher joue quand même du hockey, descend à Laval dans le prochain mois et que c'est Engstrom qui est rappelé avant, c'est garanti que beaucoup de gens vont dire qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il va-tu être capable de réussir? Mais si... Je pense qu'il n'y a tellement pas d'échantillons, tellement pas assez joué que tu n'as pas le choix d'être patient. Puis la bonne nouvelle dans le cas du Canadien, on est en position de l'être, je pense. Dans la situation actuelle, l'équipe gagne.
t'as des jeunes qui se développent de la bonne façon. Puis présentement, il n'y a pas de place en défensive pour lui donner de la glace de toute façon. Tu as une blessure à Caden Gooley puis tu n'as pas de place pour le rappeler. Exactement. Ça t'en dit tout. C'est ça. Laisse-le comme tel. Tu as finalement de la profondeur à une position naturelle. Laisse-le comme tel. Mais même si tu as la pire défense de la LNH, si David Reinbacher n'est pas prêt, il n'y a pas d'affaire à jouer dans la Ligue nationale. Tu sais, je comprends les gens qui sont excités de dire « Je veux absolument tel joueur, la meilleure formation possible. Je veux rappeler le meilleur défenseur de la KHL pour le faire jouer. » Mais la réalité, c'est qu'il faut parfois penser un peu plus au niveau individuel avec les jeunes. Qu'est-ce qui est bon pour son développement? Où il en est-il rendu dans son cheminement? Moi, je suis le premier à le dire. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'avais 8e dans ma liste en 2023. Ouais. Donc, je pense que David Reinbacher est capable d'être un défenseur top 4 solide, à la condition qu'il évite les blessures. Mais ça prend du temps. Il y a une raison pour laquelle tu as des joueurs qui atteignent leur apogée à 24 ou 25 ans, puis il y en a qui l'atteignent à 18, comme Connor McDavid. Tout le monde a un développement différent. Mais check, on a vu cette année le nombre de joueurs de la QV 2025 qui sont rentrés dans la Ligue nationale puis ont commencé la saison avec leur club. Il y en avait un gros montant. Il y en a au moins 4 qui ont été retournés dans les rangs juniors, notamment les Flyers qui sont en ville au moment que vous regardez cet épisode aujourd'hui. Jet Luchenko aurait pu, selon moi, jouer sur un 4e trio avec les Flyers, vu leur manque de profondeur au centre. Mais est-ce que c'était la meilleure chose pour son développement? Non. Il l'envoie à Guelph. Après ça, il se fait échanger de Guelph. Et ça va être... il va jouer avec une grosse équipe. Il va prendre de l'expérience. Pour moi, c'est quoi? C'est pas les optiques. C'est pas « Ah, ça va mal paraître ». Tu sais, qu'est-ce qui va mal paraître si David Reinbacher ne devient pas un défenseur top 4 de la Ligue nationale? Ça va faire parler pendant des années. Il n'y a personne qui va s'en souvenir dans un an que tu as rappelé Adam Engstrom avant David Reinbacher s'il se développe bien, David Reinbacher. Est-ce que ça a nuit à Dylan Gunter de retourner dans la WHL à 19 ans après une trentaine de matchs avec, à l'époque, les Coyotes de l'Arizona? Ouais. Je penserais pas. Je pense pas, effectivement. Autre Reinbacher, il y a un élément dont je veux vous entendre absolument, les gars. Quelque chose qui va sauter aux yeux en fin de semaine quand j'ai consulté, en fait toute la semaine, quand j'ai consulté la formation de Pascal Vincent. Florian Jacquet était sur le 4e trio avec Tyler Thorpe et Vincent Arsenault. L'an passé, on disait rien. C'était parfait pour Jacquet. C'était déjà une surprise de le voir dans la Ligue américaine, de jouer au centre, de le développer à cette manière-là, avec un gars rude comme Arsenault à ses côtés. C'est un 4e trio qui a eu beaucoup de succès toute l'année à Laval. Un an plus tard, là, moi, je suis rendu ailleurs dans le cas de Jacquet. C'est plus sur une 4e trio que je veux le voir évoluer. Mais encore faut-il qu'il soit capable de tirer son épingle du jeu sur un trio plus offensif. Est-ce qu'il est capable de jouer là? Clairement, aux yeux de Pascal Vincent, c'est pas le cas. Écoute, c'est une question d'essai, aussi la profondeur, le nombre de vétérans avec le club. Ouais, mais là, présentement, faut le dire, Dauphin, Beck, Condotta sont en avant de lui. C'est ça. Mais tu as 2 vétérans et Owen Beck. Et Owen Beck, on le sait, le Canadien le voit percer l'alignement du Canadien ou la Ligue nationale un peu plus vite que Florian Jacquet. C'est normal dans ce contexte-ci. Il a eu plus de millage, il a joué plus. C'est totalement comprenable. Où ce que j'ai de la misère, c'est... Moi, j'ai vraiment aimé la combinaison Beck-Florian Jacquet. Quand je les ai vus en série, ça frappait, c'était physique, ça jouait. Bonne chimie entre les deux. J'aurais aimé les voir ensemble. D'ailleurs, on les a vus ensemble dans un match et c'est Beck qui jouait à l'aile. Ouais. Donc, Pascal Vincent essaye beaucoup de choses. Essaye de voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Quand tu as un club, exemple, comme les Americans, tu veux avoir un trio physique. Tu veux avoir un trio qui va être capable à 5 contre 5 de s'imposer. Ouais. Donc, je peux comprendre cet aspect-là. Puis, je serais même pas surpris que les trios changent encore le moment qu'on voit la prochaine fiche du Rocket à son prochain match, juste à cause que tu as le luxe de pouvoir peaufiner ton alignement versus ton adversaire. Tu as beaucoup d'éléments dans cette équipe-là qui vont te permettre des choses. Tu as Joshua Roy qui est redescendu, ça force les choses à bouger encore. Mais, tu sais, des fois aussi, tu dois te dire, est-ce que tu préfères voir Owen Beck à l'aile de Florian Jacquet pour monter Florian Jacquet, ou est-ce que tu veux laisser Beck au centre puis monter peut-être un gars qui t'en donne plus en ce moment, comme Jared Davidson, qui, lui, trône avec Laurent Dauphin comme meilleur buteur de l'équipe. Quand même intéressant, tu as plusieurs options. Donc, dans un club comme ça, compétitif, qui aurait une bien meilleure fiche, selon moi, qu'il méritait s'il y avait tout le monde en santé dès le début de la saison,
je vois la vision de Pascal Vincent. Mais je me serais attendu, avec le camp qu'il a connu, qui commence sa saison à Laval dans un rôle plus important. Est-ce qu'il a connu un bon camp? Ben voyons, Marco, il était un des derniers coupés. S'il n'a pas connu un bon camp, je sais pas ce qu'on a vu. Ça veut dire quoi, ça, dernier coupé? Parce que pour moi, dernier coupé, tu veux garder ton jeune parmi l'alignement. Mais offensivement, il a donné quoi dans la saison? Tu penses qu'il va être un joueur offensif dans la Ligue nationale? Est-ce qu'il devrait être un joueur offensif dans la Ligue américaine? Selon moi, right? T'es surpris qu'il ne joue pas avec des joueurs offensifs. Il a eu la chance les 5-6 premiers games. Et malheureusement, ça ne l'a pas donné. Qu'est-ce qu'il a fait d'important durant ce temps-là? Il était physique, il a eu une bagarre. Il a retrouvé son jeu un peu. C'est ça l'affaire, tu challenges ton joueur parce que c'est ça. Il y a toujours deux façons de voir la médaille. Oui, il était un des derniers coupés. Mais est-ce que ça l'a vraiment aidé à commencer la Ligue américaine du bon pied? Moi, je pense pas. Parce qu'il y a peut-être eu... Ben ça, il sera pas le dernier ni le premier à arriver dans la Ligue américaine puis d'être déçu puis de commencer ça tranquille. On a vu ça de Owen Beck l'année d'avant. Ouais, c'est ça. Exactement la même chose. Donc, c'est pour ça que je fais le parallèle entre les deux puis je mentionne les deux en même temps. Parce que, pour moi, c'est une partie du hype autour des frères Xhekaj qu'il faut aussi être conscient. C'est que plusieurs voulaient le voir faire l'équipe à cause qu'il apporte un élément que le Canadien n'a pas, cet aspect physique-là, qui est d'ailleurs, après avoir vu le match des Sénateurs et le Canadien samedi soir, je pense que le Canadien a assez de team toughness en ce moment pour être capable de gérer. Mais qu'est-ce que le Canadien veut voir, c'est plus d'offensive, mais plus de créativité aussi. Mais aussi de pouvoir le voir dans une situation de quatrième trio et de voir s'il va être capable de s'imposer à l'affiche. Si je me trompe, il y a eu un point samedi. Je me souviens pas exactement. Là, il y a quand même eu 5 buts. Mais je l'ai vu beaucoup plus actif en zone offensive. On dirait que ça l'a fouetté un peu. Puis je pense que c'est ça que Pascal Vincent veut voir aussi. Il y a sûrement quelque chose en arrière de ça. Mais c'est ça. Moi, on a très hâte de pouvoir en parler au moment où vous allez voir ceci. On va être en discussion avec Florian Xhekaj, d'ailleurs, pour discuter de son début de saison puis la vision du club à son égard. T'as lecture de ça, toi, Marty? Moi, je pense, les gars, je rejoins un peu. Premièrement, l'aspect profondeur, ça, c'est important de le mentionner. Le match de samedi, notamment, les centres qui sont devant lui. Tu me diras, Anthony, si tu mettrais quelqu'un derrière Florian Xhekaj, t'as Alex Belzile, t'as Laurent Dauphin et t'as Lucas Condotta au centre. C'est compliqué de déloger ces gars-là. Et Beck à l'aile. Ouais. Deuxièmement, c'est ça, on pourrait pointer du doigt aussi Owen Beck. Qu'est-ce qu'Owen Beck, qui a déjà vu des matchs à Montréal cette année, fait sur un quatrième trio? La réalité, c'est qu'il est sur un quatrième trio et à l'aile. Tout ça pour dire, puis je vais inclure Beck dans cette discussion-là, je me demande si Xhekaj, justement par les attentes placées en lui, par le fait qu'on le voyait à Montréal, par le fait que là, tout le monde s'imaginait toutes sortes de scénarios. Écoute, même moi, il y a énormément d'auditeurs qui me posent des questions. Écoute, je veux le voir dans la formation, il est intense, les gens ont vu sa baisse de production, et là, on m'a dit... Parce que j'ai été le premier à le dire, je veux le voir à Laval pour qu'il joue un peu plus, qu'il ait un rôle plus offensif. C'est quoi le plafond? Puis là, on me disait, est-ce qu'on pourrait pas le rappeler à Montréal tant qu'à ne pas le faire jouer énormément? Puis il faut faire attention avec les temps de jeu. Parce que samedi, a joué 17 minutes, quatrième trio, mais du temps de jeu a des avantages numériques. Le Rocket a été très indiscipliné dans ce match-là. Florian Xhekaj a été utilisé beaucoup. Mais moi, ce que je retiens de Florian Xhekaj, je trouve qu'il se cherche. Il est un peu mêlé. Je dirais même que l'aspect physique me déçoit. Pas de se battre, pas de jaser après les sifflets, mais d'aller gagner ses bagarres. Ce qui est important, prendre son bâton, utiliser ton corps, sortir du coin avec la rondelle. Malheureusement, contre les Americans de Rochester, une équipe qui n'est pas ultra physique. Tu te souviens, Anthony, on était là à la Place Belle. C'est là que tu peux y battre. Florian Xhekaj avait eu une série incroyable parce qu'il était au-dessus de la mêlée. Et là, présentement, je trouve qu'il se cherche offensivement les touches. Tu sais, c'est un gars qui a un bon tir, Florian Xhekaj. J'ai pas vu énormément souvent. J'ai pas vu sa capacité d'aller se libérer dans l'enclave et tout ça. Et je vais dire, comme Marco, je pense simplement que c'est les attentes. C'est un peu la pression qui est venue avec lui avec le début de la saison. Je pense que ça va se replacer. Mais j'ai l'impression, puis on va en savoir plus demain, comme tu dis, mais... Je pense qu'il cherche peut-être un peu. Tu sais, je reviens à ce que tu disais là, sur la profondeur des centres. Tu as nommé 2 vétérans de la Ligue américaine, puis je te dirais même un 3e. Condotta, c'est un gars que tu peux rappeler, mais il peut te rendre service une coupe de partie, mais c'est un gars rendu à son âge, à 27 ans. C'est en bas qu'il va jouer. Ouais. Tu sais, je comprends... Mais d'un autre côté, je veux dire, Xhekaj, il faut qu'il joue à un moment donné sur un trio offensif pour qu'on connaisse un petit peu plus son plafond. Il a toujours bien scoré 20 buts l'année passée, on jouait sur une 4e ligne. S'ils le méritent, ils vont juste tasser Belzile à l'aile.
C'est là où ils jouent d'habitude. Donc, ils peuvent tasser Dauphin. L'an passé, Dauphin a joué des matchs à l'aile. Dauphin aussi. Donc, c'est là où ce que je me dis, ça va au mérite. Il faut que ça soit mérité, par exemple. Je pense que c'est là le problème, c'est que le Canadien veut bien aller développer des joueurs de centre pour insérer ça dans l'alignement un jour, mais il faut que ça soit mérité. Tu peux pas... Et je dis pas que c'est ça le cas, là, puis j'ai hâte d'en pouvoir en discuter avec ce dernier directement, mais je crois que l'intensité qu'on a vue de lui, la façon qu'il a joué physique durant les matchs préparatoires était intéressant, puis c'est très attrayant pour un club qui ne démontre pas ces genres de choses-là sur une base régulière. Mais le Canadien voit plus gros pour Xhekaj que simplement juste un mini Nick Deslauriers. Ils veulent voir un gars qui va être vraiment une licorne et ils veulent le challenger parce que ça va pas être la première fois puis ça sera pas la dernière non plus avec Florian Xhekaj où ce qui se fait challenger. Il n'a pas nécessairement débuté tout feu, tout flamme les premiers 2-3 matchs l'année passée. C'était vraiment au 5e, 7e, 8e où il y a eu 3 ou 4 buts, bang, 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 bang. C'est là où ce qui est envolé. Ouais. Je pense que ça va être vraiment ça avec Florian Xhekaj, mais avec Pascal Vincent qui, lui, ne cesse de dire qu'il ne sait pas où ce que le plafond de Xhekaj est. Croyez-moi que cet entraîneur-là a aussi intérêt de faire recommencer la machine. Donc, c'est pas par manque d'espoir ou par perte de statut dans l'organigramme. C'est simplement une question d'effectif et de stratégie. Tu as parlé justement brièvement de Jared Davidson. Je veux qu'on accorde un petit peu plus d'attention sur lui parce qu'il connaît tout un départ à Laval. Présentement, on l'utilise un petit peu plus aussi dans des situations pour produire et il le fait. Il marque des buts. C'est une version améliorée de sa part à sa 3e année dans la Ligue américaine. Un gars plus robuste, il ne circulera pas devant personne. Je pense que de la manière qu'il est en train d'évoluer, il serait une option sur un 4e trio de la Ligue nationale parce qu'il a développé sa game d'une autre façon et il y a un petit peu d'offensive intéressante. Moi, je lance pas la serviette avec Davidson. Moi, je pense qu'il est plus près d'un rappel que jamais si jamais il y a une blessure chez le Canadien et qu'on veut le placer sur un 4e trio. Présentement, il est en avant de Joshua Roy. La prochaine fois que tu as un besoin, c'est Davidson qui devrait être rappelé. Mais t'as raison, Tony. Je pense que c'est là le gros avantage de Jared Davidson en ce moment. Si tu regardes les principaux candidats à un rappel, Laurent Dauphin, j'aimerais bien le rappeler, mais il y a un contrat de Ligue américaine, c'est impossible. Alex Belzile, peut-être, c'est un vétéran, mais si tu regardes les candidats, tu as parlé de Joshua Roy, belle fin de semaine, mais quand tu parles du côté intensité, le côté physique, tu sais, justement, est-ce que tu as besoin d'un 4e trio, comme tu viens de mentionner, Davidson, quand tu peux être un peu plus cette case-là. J'ai parlé que Beck et Xhekaj se cherchaient un peu plus depuis le début de la campagne. C'est pas eux nécessairement que je rappellerais pour le point de vue confiance. Donc, tu commences à additionner ça, puis tu rappelleras pas un Philippe Méchard et compagnie. Jared Davidson qui produit et qui, ça, je trouve que c'était intéressant, a trouvé une façon d'améliorer un petit peu son explosion, son coup de patin. Ce qui a toujours été sa grosse faiblesse, moi, j'ai trouvé. Ouais. Il est intense, il a un bon lancer, c'est un gars qui est capable de s'impliquer dans les 3 zones, mais ça a toujours été l'exécution, la vitesse. Et là, spécialement dans le match de samedi, je le comparais à des joueurs rapides, puis je me disais, écoute, il est correct, donc oui, je pense que si tu avais un blessé, puis... je touche du bois, là. S'il y avait un blessé à Montréal, ben, je pense que Davidson est peut-être le premier à se placer dans la vitrine. Ouais, parce que là, on joue avec aucun extra actuellement. Ils sont 21 sur 23. Exact. Donc, il y a de la place extra. si on veut rappeler quelqu'un. En même temps, le Canadien joue beaucoup à domicile au mois de novembre. Donc, on ne gaspillera pas de rappel pour rien. On ne gardera pas un gars à manger du popcorn sur la galerie de presse, à moins d'en avoir vraiment besoin. Les 2 prochains voyages, ce sont des allers-retours. Ouais. Donc, il n'y a pas de danger, vraiment, à rappeler quelqu'un ou d'avoir quelqu'un qui n'est pas vraiment nécessaire. Ceci étant dit, t'en perds un sur blessure, c'est un rappel automatique. Ouais. Tout est possible dans le cas de Davidson. C'est pas assez proche l'an passé d'un rappel. Il allait très bien à Laval. Il n'a pas eu de besoin. Puis là, il s'est mis par la suite. Sa game a baissé un peu au niveau de la production offensive. J'ai hâte de voir. Parce que là, sa 3e année complète, c'est loin d'être impossible, je pense, comme ça d'un rappel. Non, c'est pas impossible, pas pantoute. Même que je parlais à du monde dans le domaine, du monde sur la passerelle, pas nécessairement lié au Canadien de Montréal, qui disait, lui, il va jouer des matchs dans la Ligue nationale cette année. Honnêtement, de la façon qu'il joue, il a trouvé un rôle. Moi, je trouve, oui, un peu plus d'explosivité. Je pense qu'il l'a pris à cœur, d'ailleurs. Mais c'est aussi le QI hockey. Je pense qu'il se positionne mieux.
Tu sais, t'as vu son but, là? Il s'est laissé glisser au haut du cercle pour recevoir la passe de David Reinbacher et effectuer le tir. Par le passé, il fonçait directement au filet, ligne droite. Là, je trouve qu'il y a comme... Il sait mieux où mettre l'intensité de son jeu. Fait qu'il a pas le pied sa pédale à 100 000 à l'heure parce qu'il essaie de compenser pour son manque de patin. On dirait qu'il a calmé le jeu ou que le jeu autour de lui s'est calmé. Et je pense qu'il fait des meilleures décisions. Il va au filet quand il a besoin. Il joue de façon honnête, robuste. Donc, il y a plusieurs rôles qu'il pourrait occuper avec le CH. Puis moi, personnellement, je me suis dit, en regardant le match de samedi soir du Canadien, est-ce que ça serait peut-être un meilleur fit en ce moment, vu ses qualités, que Joe Veleno sur le trio avec Zachary Bolduc et Kirby Dach? La question, c'est que c'est Veleno qui prend les mises au jeu, puis Dach est tout simplement affreux sur les mises au jeu. Mais Zachary Bolduc a travaillé tout l'été sur ses mises au jeu du côté gauche. C'est une possibilité. Veleno, il prend les mises au jeu du côté gauche. Exact. Donc, veux pas, tu peux tasser Veleno si tu veux. Et attendez-moi une seconde. Jared Davidson est un centre naturel lui aussi. Il peut très bien prendre les mises au jeu s'il a besoin. Puis si je me trompe, lui aussi, c'est un gaucher. Oui, il est gaucher. Donc, les options sont là. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est comme les chiffres à Veleno sur la mise au jeu ne sont pas nécessairement les plus forts non plus côté carrière. Et donc, on commence à trouver des éléments. Comment est-ce que tu peux aider ce club-là? Joe Veleno, il a bien fait pour un 13e attaquant. Mais si tu as un gars qui est en train de knock sur ta porte pour te dire « Hey, je pense que je suis prêt », puis tu le vois, là, il est en train de 7 buts en 10 matchs, si je me trompe, ou 11 matchs, quand même très intéressant. Parce que le Canadien se cherche aussi de l'offensive secondaire. Parce qu'en ce moment, le 4e trio, ils ont 2 buts total. C'est ça. Le 4e trio, le trio de Kirby Dach, Zachary Bolduc, n'ont pas de but ensemble encore. N'ont pas de but. Donc, c'est là où je me pose des questions et je me dis, est-ce qu'un gars comme Jared Davidson pourrait être la bougie d'allumage qui pourrait peut-être faire partir les choses? Parce que lui et Zachary Bolduc sur le même trio, ça va fesser. Oui, ça peut être intéressant. Présentement, ben là, il n'y a pas de presse parce que l'équipe gagne. Et d'ailleurs, le Canadien veut très bien continuer à prendre sur la masse salariale parce qu'à chaque jour que ça ne dépense pas de l'argent, c'est plus d'argent à dépenser plus tard dans la saison. C'est ça. Alors, présentement, on a le beau rôle d'être prudent et de ne pas rappeler que personne pour rien. On va aller faire un petit tour en Russie parce qu'on a reçu des questions dernièrement au sujet de Bogdan Konyushkov, qui évolue en Russie, qui est toujours sous contrat là-bas. Défenseur droitier, on l'a vu pour la première fois au camp de perfectionnement du Canadien cet été. Il est venu faire un tour à Montréal. Le Canadien le regarde de près. Il arrive quoi avec Konyushkov? Quels sont vos échos en Russie et dans tes observations, Marty? Ben, moi, je vais parler sur les échos, ça va être un peu plus Marco. Moi, je vais parler peut-être un peu plus de ce que j'ai vu sur la glace. Je suis une chauve-souris, moi. Ben, c'est Batman. Tu m'appelles Batman? Non, moi, j'étais Super Mario. on l'a vu à l'Halloween la semaine dernière. Exact. Mais par rapport à Konyushkov, j'aime ce que j'ai vu sur la patinoire. J'ai regardé les matchs contre des équipes quand même talentueuses, notamment contre le CSKA de Moscou. Et tu sais, encore une fois, sa vitesse est là, son exécution est là, sa vision de jeu. Il relance très, très bien la rondelle. J'aime également le fait, même si ça se traduit pas avec ses points, c'est simplement 8 points, mais c'est difficile du côté du Torpedo de Nijni Novgorod. Ouais. C'est pas une grande équipe au niveau offensif. Je prends un exemple, là, Nikita Artamonov, l'espoir des Hurricanes de la Caroline, a 1 point 11 matchs, je l'ai renvoyé dans l'équivalent de la Ligue américaine, la VHL. Donc, c'est difficile, mais au moins, je trouve qu'en avantage numérique, il bouge bien la rondelle, il prend de bonnes décisions, laisse aller un peu plus son lancer. Je me souviens, son année de repêchage, c'était une de ses grosses lacunes. Il manquait beaucoup de force au niveau de ses poignets. Et là, il tire pas mal plus avec vélocité. Il n'a pas peur non plus d'aller dans l'enclave, justement, d'aller provoquer du chaos, d'amener un peu d'imprévisibilité. Cela dit, je regarde Konyushkov, je regarde comment il se développe, je regarde le joueur et il faut pas oublier, là, il va avoir 23 ans au mois de décembre. Là. Je trouve pas qu'il y a une énorme progression dans son jeu. Ce que je dis en ce moment de Bogdan Konyushkov, ça a été plus compliqué l'an dernier au niveau exécution. Parfois, 1 contre 1 se faisait déborder souvent. Mais je trouve que c'est un peu le même joueur. Et ça, c'est un côté, parfois, quand tu parles d'un jeune joueur, au-delà d'être bon ou mauvais, tu veux qu'il s'améliore, tu veux qu'il progresse tout au long d'une saison. Et ça, j'avoue que la progression, je la trouve moins là. Puis, il faut être un peu plus sévère avec un Konyushkov qu'avec un Michael H, par exemple, parce que je viens de le répéter, il a 22, va avoir 23 ans. Vieux.
Le Ouais. produit fini est plus rapproché qu'avec un Michael Age et compagnie. Donc, c'est intéressant. Je veux dire, il connaît une bonne saison et je trouve qu'il fait mieux quand même que ses statistiques. Mais le manque de progression me laisse un peu sur mon Et l'autre appétit. élément là-dedans, c'est que souvent chez les Russes, dans la majorité des cas, lorsqu'ils font le saut, ils veulent se faire garantir une place dans la Ligue nationale ou à tout le moins Ben. d'aspirer à un poste. Avant qu'on se commette chez le Canadien à dire à Konyushkov, OK, on a de la place pour toi, une méchante marche quand même. Là. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'équation avant de signer un gars comme ça pour l'amener en Amérique du Nord. Moi, mon autre problème que j'ai un petit peu, on s'entend, là, pour se tailler une place dans la LNH, parmi le top 6, faut que tu sois l'un des 6 meilleurs défenseurs. Il faut que ton directeur général ou que ton entraîneur-chef te fasse confiance. Je regarde l'organigramme des Canadiens, puis tu sais, parfois sur une troisième paire, tu vas peut-être y aller avec un gars un peu plus physique ou qui a, qui a un côté rôle. exceptionnel à quelque part. Ouais. Donc, pas incroyable dans tout, mais qui a une qualité vraiment incroyable. Le jeu physique ou la relance, par exemple. Est-ce que Konyushkov a quelque chose dans son jeu en ce moment qui peut le destiner à ça? Côté physique, il n'est pas du tout physique. Côté relance, il est très bon. On a parlé d'Alan Engstrom, il est meilleur. Tu peux trouver d'autres options. Il y a des gars... donc, le côté vitesse, il est là, mais il y en a plein d'autres défenseurs rapides. J'ai un peu de difficulté à voir. Puis j'étais le premier à penser que Konyushkov allait se rendre dans la LNH, mais là, je me demande, puis ça peut être ailleurs qu'à Montréal aussi, là, Bingo. mais je me demande si à quelque part, il manque pas un peu de place pour lui. Là. Mais il l'a eu direct. Je pense que il y a un avenir dans la Ligue nationale. Je pense que tu le regardes jouer, c'est un joueur qui pourrait jouer dans la Ligue nationale aujourd'hui, selon moi. Est-ce que ça serait nécessairement quelque chose de beau, élite? Pas vraiment, mais est-ce qu'il pourrait jouer sur une troisième paire sur un club de bas-fond de la Ligue nationale en ce moment? Je pense que oui. Parce qu'il y a quand même une assez bonne base défensive. Puis dans KHL, 90% des matchs, spécialement dans la conférence de l'Ouest, sont sur des patinoires de la Ligue nationale de hockey. Donc, plus l'argument de Non, ça grosses existe plus, patinoires. ça. Donc, il est habitué au temps que ça prend pour prendre des décisions. Le temps d'exécution, j'aime beaucoup ça. Moi, qu'est-ce qui me fait plus peur, c'est le contrôle d'espace et le physique. C'est ça qui me fait plus penser. Puis c'est pour ça que je le vois. Tu sais, comme on voit Alex Carrier jouer, là, il me fait beaucoup penser à un Alex Carrier avec une meilleure vision de passe. Mais il n'y a pas... J'ai peur qu'il se fait... Éclater serait un mauvais mot, là, mais je pense que j'ai peur qu'il se met dans des positions compromettantes. Comme Alex Carrier. Alex Carrier se fait... On l'a vu samedi. Il Se frapper il se solidement. fait frapper. On dirait qu'il se protège pas très bien, non seulement ça, mais c'est plus ça que je vois dans son jeu aussi. Donc, je me demande, avec la profondeur que le Canadien a en ce moment, ne serait-il pas une bonne monnaie d'échange pour un club qui n'a pas peur d'apporter un jeune Russe parmi les rangs? Je pense notamment à un club comme la Caroline, qui, eux, n'ont pas peur de piger en Russie. Tu regardes, exemple, un club qui cherche des défenseurs droitiers en ce moment, après en avoir transigé un très bon, en David Jiricek, les Blue Jackets de Columbus. C'est des genres d'organisations comme ça. Fait que moi, dans ma tête, il y a une raison pourquoi il a prolongé une année de plus. C'est parce qu'il ne voulait pas passer par la Ligue américaine. Ouais. Puis, on va se mettre dans le contexte des Russes. Là. C'est pas une question de on se pense trop bon. Là. Pensez-y, est-ce que vous voulez aller jouer sur un contrat d'entrée dans la Ligue américaine où est-ce que tu vas gagner 80 000 à 53 % de ton salaire de taxes? Ou est-ce que tu veux rester en Russie, zéro taxe, gagner l'équivalent d'à peu près 150 000? Je pense que je vais rester à la maison, gagner plus, tu sais. Pose Donc, la question s'il répond. Surtout c'est- pour des gars de son style qui n'ont pas de garantie de jouer dans la Ligue nationale. C'est ça. Honnêtement, ça se défend. Là. ça se défend Ça très se bien. défend Puis très, pour très le bien. Canadien, ça fait juste prolonger la date butoir de devoir prendre une décision sur lui. Donc, c'est un win-win des deux bords côté développement. Je vois aucun problème dans ce contexte-ci. J'aurais plus peur d'un jeune comme Artamanov qui se fait envoyer dans la VHL parce qu'on se souvient, Konyushkov a été envoyé dans la VHL l'année passée en fin de saison au moment où ce que Torpedo s'est fait éliminer. Ils ont gagné la coupe de la VHL. Puis c'était un des joueurs, sinon le meilleur joueur de son club. Et donc, on le voit, le talent est là, le potentiel est là, et c'est un droitier. Ça ne court pas partout dans la Ligue nationale des droitiers qui sont capables de jouer dans la Ligue nationale. Donc, est-ce que éventuellement ça pourrait être utilisé comme monnaie d'échange? Possible. Parce que le Canadien en a trop. Ouais. Tu parles de profondeur. En fait, vous parlez de profondeur en défense. D'accord, c'est vrai, oui, il y en a. Mais est-ce qu'on peut parler tant que ça d'une équipe avec énormément de profondeur en défensive? Oui.
Parce qu'ils sont tous signés à long terme, sauf Mike Matheson. Non, mais après, là, la relève. Là, As-tu vraiment besoin d'une grosse relève quand ta brigade défensive a 25, 22, 23 ans et t'as Jacky puis Struble derrière eux? Mike Matheson est le seul défenseur de plus de 26 ans. C'est le seul défenseur du club. Excuse-moi, il a carrière maintenant 30 ans dans ce club-là. Donc, t'as pas vraiment de vétérans, c'est tout de la jeunesse. Ces gars-là sont tous là pour les 7-8 prochaines années. Et t'as David Reinbacher, Adam Engstrom, Bryce Pickford, qui joue très bien dans la Ligue de l'Ouest. Le Canadien, je pense Owen Protz aussi, qui est un troc. Et on parle de Konyushkov comme étant une pièce de transaction possible. Le Canadien, je trouve, ont fait une bonne job et je pense que dans le prochain repêchage, on va aussi se pencher du côté des défenseurs pour assurer une autre petite relève. Ils ont 2 choix de premier tour s'ils les échangent pas non plus. De deuxième tour, s'ils les échangent pas. Donc, il y a des options. Est-ce qu'il y a une bonne... moi, je crois que oui, parce que on était en train de débattre il y a une quinzaine de minutes qui va être le prochain rappel du Canadien de Montréal. Là, tu peux avoir un débat sur ça. Tu sais déjà que tu as 7 défenseurs capables de jouer dans la Ligue nationale, la grande majorité tout en dessous de 30 ans, et tu as 2 autres bons jeunes dans la Ligue américaine qui sont en train de se développer, et tu en as d'autres dans d'autres ligues en Europe ou dans les rangs juniors qui se développent aussi. Donc, côté ça... Je pense que la profondeur est là. Moi, la profondeur qui me fait plus peur avec le Canadien de Montréal, c'est en attaque. Et pas nécessairement juste la profondeur en termes du nombre de joueurs, mais la qualité du nombre de joueurs. Je pense que le CH a beaucoup de bons jeunes défenseurs de qualité. Est-ce qu'on peut vraiment dire la même chose en attaque si tu enlèves de l'équation Jarofsky et Michael Hage? Je pense pas. Puis c'est de valeur parce que la grande majorité joue avec le club. Le reste, c'est des joueurs de soutien potentiel. C'est ça. Donc, c'est là où... En même temps, combien d'organisations peuvent dire on en a 2 qu'on pense c'est les top 6 en devenir qui vont s'établir? Je peux t'en faire une liste. Le Mammoth de Utah, Daniel Booth, ils ont l'opportunité de pouvoir le jouer avec Tucson en ce moment dans la Ligue américaine. Tu regardes... Je sais qu'il y a un problème d'équipe là-dedans, là, mais tu regardes Buffalo... Isaac Rossen pourrait jouer avec le Canadien de Montréal en ce moment. Ah, tu le prendrais-tu sur ton top 6? Non, mais il pourrait. Avec un club qui n'est pas au top de la Ligue. Il pourrait bien de jouer à Buffalo, exemple, il ne jouera pas dans la grande équipe. Exemple, Pittsburgh le prendrait demain. Ouais, c'est sûr. Tu sais, un club qui veut commencer une reconstruction le prendrait demain. Il y a des joueurs comme ça dans des organisations où on se dit... Tu regardes le Canadien de Montréal en attaque, en ce moment à Laval, il y a combien de choix de premier tour? Il y a 1 choix de deuxième tour et le reste... des choix de premier tour, il n'y en a pas dans des équipes de la Ligue américaine. Ben, il y en a à Buffalo. Ben oui, mais je comprends, là, mais fais le tour des clubs de la Ligue américaine, il n'y a pas énorme. Tucson en a 2, Buffalo en a 2 au moins. Tu sais, je commence à y penser juste comme ça. Le Canadien a eu ça récemment, là, des choix de premier tour. Là, je comprends pas le point. Je me dis que quand tu essaies de rentrer ces joueurs-là et voir une profondeur, quand on se demande qui va être un rappel pour le Canadien de Montréal ou ça va avoir l'air de quoi l'organigramme du Canadien de Montréal, s'il n'avait pas fait la transaction de Zachary Bolduc, on penserait quoi de le futur de l'attaque du Canadien de Montréal, outre Ivan Demidov? On mettrait toutes nos pommes du même côté pour Michael Hage qui devienne un centre top 6. Ouais. Jarofsky doit devenir un centre top 6. C'est ça, ou un ailier top 6, même s'il joue au centre en ce moment. Quand on parle de profondeur, de qualité, c'est ça que je regarde. C'est vraiment comment on a investi notre temps en termes de choix, en termes d'effectifs, pour qu'on ait vraiment une vague de jeunes joueurs de talent qui vont se greffer à ton noyau de talent en ce moment. Puis là, en ce moment, en attaque, j'ai plus peur pour le Canadien qu'en défensive, de ce côté-là. Ça, ces inquiétudes-là de Marco, puis premièrement, je pense que ça se comprend. Premièrement, on a repêché quand même un peu en Russie. Puis il y a des joueurs qu'on a repêchés récemment qui ont fait le saut directement dans la LNH, je pense à Ivan Demidov. Ouais. Mais c'est là que ça illustre, par contre, tu sais, les partisans qui veulent échanger 50 000 espoirs pour aller chercher un centre numéro 2. C'est là, parfois, qu'il faut quand même garder le portrait d'ensemble. C'est encore une jeune équipe. C'est encore une équipe qui va être très bonne dans 2 ou 3 ans. Je pense qu'ils vont aspirer à une Coupe Stanley dans 2 ou 3 ans, mais pas pour l'instant. Il y a encore des trous.
Et là, je pense que ce que Marco parle, c'est directement relié au fait qu'on a fait des transactions pour aller s'améliorer directement. Choix de premier tour qui n'est pas dans la formation, tu avais Logan Mailloux, tu l'as échangé pour Zachary Bolduc. Bolduc est rendu dans la LNH. 2 choix de premier tour pour Dobson. Ça, les 2 choix de premier tour. Ils ont échangé 5 choix de premier tour en 4 ans. Bon, c'est ça. La transaction Alex Newhook, on ne la mentionne pas, mais un choix de premier, un choix de deuxième tour pour aller chercher Alex Newhook. Donc, c'est normal que tu n'aies pas nécessairement d'espoir de premier plan outre Reinbacker, là, avec le Rocket de Laval. C'est ça. Et Engstrom, tu peux manquer de profondeur. Mais c'est là qu'il faut faire attention. T'sais, parfois, on parle aussi, on a tellement d'espoir, on peut en échanger beaucoup. Et je pense que ça tient quand même la route. Donc, les transactions de Dobson, je l'aurais fait aussi. C'est très logique, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas le faire constamment parce que là, à un moment donné, si tu te retrouves dans une situation de besoin parce que tu échanges trop de choix et que tu n'as pas assez de jeunes qui est capable d'effectuer là, justement un mouvement de personnel lorsque plusieurs joueurs vont coûter cher. Je comprends qu'on a fait de belles affaires au niveau des salaires, mais tu n'auras pas tout le temps le luxe de ça. Donc. Tu peux prendre l'exemple des Islanders de New York. Ça l'allait pas bien avec Barzal comme centre de deuxième trio. Ils l'ont remis avec Bo Horvat. Qui est le deuxième centre en ce moment? Callum Ritchie. Callum Ritchie, est-ce que le Canadien a un Callum Ritchie qui peut rappeler de même? Non. Non, ça va prendre du bon développement de Michael Age pour espérer être un joueur capable de rentrer dans une équipe de la Ligue nationale et puis jouer comme un deuxième centre et bien figurer. Donc, quand je dis un manque de profondeur, de qualité, c'est là que je regarde. Parce que le Canadien ont d'ailleurs utilisé beaucoup de leurs choix sur des alliés. On regarde Philippe Méchard, Juraj Slafkovský, Ivan Demidov. Et ensuite, David Reinbacher et Michael Age. Michael Age, il y a encore un débat. Est-ce que ça va être un deuxième centre? Est-ce que ça va être un ailier top 6? C'est ça qu'on veut regarder de sa part aussi. Donc, quand on regarde le casse-tête, le Canadien a beaucoup de jeunes dans leur club. C'est l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale. Donc, quand on parle de leur noyau, je pense que c'est très bon. Mais quand on parle de relève, c'est là où je suis moins apte à dire ça va être beau. Je pense que le Canadien va devoir compléter le casse-tête via transaction. Ouais, puis ça, je pense qu'on va avoir les moyens de le faire en temps et lieu. Intéressé de voir comment la saison va cheminer parce que si la tendance se maintient, tu arrives au mois de mars, puis tu te trompes dans les meilleures équipes de la Ligue, tu n'as pas le choix de faire quelque chose. Là. Le Canadien va faire quelque chose, c'est sûr. Tu n'as pas le choix de donner une chance à ton club qui performe. Jeunesse ou pas, trouve le moyen d'améliorer ton équipe. L'année passée, on a fait confiance à Suzuki. Parfait, on va te garder ça en place. Mais là, cette année, le Canadien va peut-être être rendu ailleurs. Parmi vraiment les bonnes équipes de sa conférence, tu fais quelque chose. Je serais bouche bée si le Canadien ferait une grosse transaction pour un joueur de location. Par contre, c'est ça, ouais. Par contre, si c'est un joueur avec un contrat, avec du terme si c'est un joueur qui serait prêt à prolonger au moment de la transaction, je pourrais voir le Canadien se lancer dans un derby. Possible. Parmi les sujets d'actualité, on va terminer avec ça. 2 petits sujets avant le joueur de la semaine de Marty. On a un dénouement dans la situation de Nathan Lecomte avec les Saguenayens de Chicoutimi. Ça a surpris un peu de gens parce que le jeune homme décide de rentrer au Bercail. Ouais. On l'a finalement convaincu que retourner à Chicoutimi était la meilleure option. Le jeune a dit... Dans mon cas, c'était juste une période de réflexion sur mon avenir. Est-ce que son agent, Alan Walsh, de dire qu'il s'en irait jouer dans la USHL, a devancé un petit peu vraiment les intentions du jeune? On ne connaît pas vraiment la réalité derrière cette histoire-là. Mais on s'est présenté les 2 parties en conférence de presse ensemble, lancé le message que tout est correct puis que le jeune homme est de retour. Mais je suis curieux de vous entendre là-dessus, cette saga du côté Chicoutimi qui a quand même beaucoup fait jaser. Marty. Moi, je pense que c'est une mauvaise lecture du clan Lecomte et donc d'Alan Walsh et tout ça. On l'a mentionné la semaine dernière. On a dit, bon, écoute, premièrement, sur l'aspect de la clause de libération, que c'était loin d'être fait. On a vu Antoine Roussel, qui est quand même sur le conseil d'administration, dire on ne le libérera jamais. Donc, même pas de prendre ton information là-dessus, ça, c'est déjà une première erreur. Et je salue Kevin Dubé du Journal de Québec qui a parlé à plusieurs intervenants, des recruteurs, des directeurs généraux, et tout le monde a été unanime. Il a parlé à peut-être 6, 7, 8 sources différentes.
Puis ils ont tous mentionné la même chose et j'ai été le premier et je l'ai mentionné la semaine dernière également. C'est un mauvais message que tu vas envoyer à des directeurs généraux si tu veux leur envoyer. Est-ce que tu es un gars d'équipe? Est-ce que tu es là pour tes coéquipiers? Est-ce que tu es là pour aller gagner? Est-ce que tu es là pour mettre ta formation dans les meilleures dispositions? Tu vois, comme on a mentionné la semaine dernière, si tu veux aller dans la NCAA, fais comme Justin Poirier et pars durant l'été. Annonce tes couleurs, c'est ça. Annonce tes couleurs, mais au moins les Saguenayens et Yannick Jean sauront sur quel pied danser, seront capables de réaliser les gestes et les transactions en fonction de tout ça. Mais là, tu mets ton équipe dans le pétrin, tu es certainement pas un joueur d'équipe, du moins, c'est le message que tu envoies aux équipes. Donc là, il est revenu. Premièrement, je pense que c'était la seule option possible. Là, sinon, c'était la BCHL et là, tu pèses vraiment, vraiment pas mal en calibre. Surtout cette année, là, cette ligue-là a mangé une méchante mordnif. Non, c'est ça, exactement. Il n'y a plus vraiment de joueurs de talent. Il y en a un, entre autres, mais c'est un imbroglio dans la OHL. On y reviendra sur ce joueur-là. Mais dans le cas de Lecomte, là, c'était la seule option possible. Puis surtout que, ça, c'est un drôle de hasard, mais les Saguenayens, la fin de semaine, qui n'ont pas été là, ont été excellents, battus l'Armada notamment. Donc, ça donne une idée, là, tu sais. Ouais, mais écoute, je pense que, spécialement, on en a parlé, là, les nouvelles relations CHL, ou Ligue canadienne de hockey, et la USHL, c'est un peu touchy, là, parce que la USHL essaie d'assurer sa survie, puis il y a certains gros clubs dans cette ligue-là qui veut nécessairement non seulement être là au long terme, mais aussi essayer de se négocier dans la nouvelle réalité du hockey amateur Amérique du Nord. Je pense que moi, j'ai parlé à une couple de personnes par rapport à ça, puis on m'a dit pas mal la même chose. C'est un bad look. Ça paraît très mal de devoir faire le saut et de le faire de cette façon-là. Il y a des façons de faire les choses. Tu t'annonces tes couleurs l'été. Tu te dis, écoute, c'est pour mon développement, c'est rien contre vous autres. Il y a une façon de le faire. Puis je pense que les recruteurs regardent ça de près parce que les recruteurs se cherchent des raisons pour rayer des jeunes de leur liste parce que ça facilite la tâche, ça rapetit la liste, les débats sont moins longs, donc donne-leur pas une raison. Ouais. Je pense que ça serait une raison assez directe de dire comme, OK, mais qu'est-ce qui arrive si ce joueur-là n'est pas content de son développement? Il va juste s'en aller? Exact. Là, ben, ce qui arrive, moi, on m'a raconté dans le cas de Lecomte, c'est qu'il n'a pas été réclamé au dernier repêchage. Il est allé au camp des recrues des Devils du New Jersey, retourne à Chicoutimi, et là, avant le match des Espoirs à Sherbrooke, on sort une première liste de la centrale de recrutement. Il n'est pas sur la liste. Oui, mais c'est normal. Tu es à ta deuxième année d'éligibilité. Oui, il y en a des exceptions à la règle qui vont se glisser dans cette liste-là, mais la liste préliminaire de début de saison, ça demeure quand même assez rare que des jeunes se glissent là-dedans. Ouais. À un moment donné, tu as un devoir dans ton agence de tes agents de faire la job et de calmer le kid, là, parce que si tu sautes aux conclusions rapidement comme ça, il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job. Là. Puis, deux points là-dessus. Premièrement, Nathan Lecomte, il ne faut pas se le cacher, là, c'est un joueur de 5 pieds 10 pouces qui n'est pas très imposant et qui a en plus quelques problèmes au niveau du coup de patin. Je viens de te nommer deux aspects là, qui habituellement te font reculer dans les listes, malgré toute l'intelligence qu'il a, malgré la vision de jeu exceptionnelle qu'il a. C'est un point qui est à considérer vraiment. Là, je pense qu'encore une fois, c'est de te fier à la liste, je trouve... C'est malheureux. Là. Je pense que j'ai parlé à plusieurs jeunes qui m'ont toujours dit je regarde pas ça. C'est certain que ça ment. C'est certain que c'est du positionnement. Ouais, et j'aimerais juste en figurer. C'est certain qu'il y a des décisions qui sont prises par rapport au statut d'un joueur dans une ligue, par rapport aux recruteurs. Ça arrive souvent. Des discussions avec des entraîneurs, c'est normal. Mais encore une fois, avec des jeunes comme ça, fais-le à huis clos. Fais-le avec personne autour de toi. Fais-le pas dans les médias. C'est que ça sort pas tout comprenable. Fais-le de la bonne façon. Ouais. Puis je pense que la plus grosse chose, puis je te laisse la parole, Marty, la plus grosse chose que je dois dire, c'est, spécialement avec les jeunes qui regardent ce podcast-ci, la première impression que tu peux donner à quelqu'un va toujours être une impression qui va rester avec eux, même si c'est pas une impression personnelle. Ouais. Donc, les recruteurs qui entendent de toi pour la première fois et qui voient une situation comme ça, malheureusement, c'est pas une bonne chose et c'est, selon moi, une des raisons pourquoi on a calmé le jeu des deux côtés. Et pour ceux qui pensent que le travail de l'agent, bon, OK, ça peut peut-être aider le joueur et tout ça, sachez que parfois, les équipes
elles-mêmes ont des attentes assez réalistes. Je ne donnerai pas le nom du joueur, mais il y a un exemple en tête là, qui me vient. Là. Un des espoirs québécois qui a quand même été très bon dans les dernières années et tout ça, qu'on avait vraiment en vue et tout ça. Puis là, les gens le disaient, écoute, 2, 3e tour. Puis là, je me souviens, le dirigeant en question avait même approché des journalistes en question. Il avait dit, écoute, calme-toi un peu, là. Il est vraiment pas à ce niveau-là. Il y a des choses à travailler. Il y a le coup de patin, il y a le gabarit, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Et finalement, ma mémoire me fait défaut. Là, le joueur a été repêché tardivement ou pas repêché du tout. Là. Donc, tu sais, c'est là parfois que, tu sais, oui, il y a les attentes par rapport à la liste. Le fait que, puis tu sais, j'ai vu les matchs de Nathan Lecomte. C'est vrai qu'il a été très bon au camp des recrues des Devils. 2 buts lunaires dans le match que j'avais regardé, très intelligent, la bonne place au bon moment, mais c'est un camp des recrues, il faut se calmer, c'est au mois de décembre, ça ne fait pas foi de tout. Et ça, c'est de montrer à quel point aussi, parfois, même les équipes, parfois, même si elles veulent le meilleur pour leurs joueurs, sont assez réalistes aussi. Là. Ouais. En tout cas, bonne chance au jeune Lecomte. Si il a réalisé que Chicoutimi, c'était le meilleur endroit pour lui, ben tant mieux. Tant mieux. Puis on va suivre les Sags qui ont une très bonne formation sous la main, évidemment. Parmi les autres choses qui vous interpellent, les gars, l'étrange utilisation de Michael Misa chez les Sharks de San Jose. Qu'en est-il exactement? Ouais, je veux surtout parler un petit peu pourquoi on a peut-être procédé à cette utilisation-là. Je sais que Marco est un expert un petit peu au niveau des contrats et tout ça. C'est intéressant parce que Michael Misa a joué contre les Kings de Los Angeles. Premièrement, obtenu 3 points ses 4 derniers matchs. S'est présenté contre les Kings. Pas obtenu de points, mais obtenu 8 tirs au but en un peu plus de 10 minutes de temps de jeu. Ça. C'est absolument fabuleux. J'ai regardé le match. Il était à la bonne place au bon moment. Il était capable de tirer. Tu vois que sa vitesse, c'était pas une surprise. Il est déjà de calibre Ligue nationale. Ouais. Il joue déjà très, très bien au niveau défensif. Moi, je trouve que parfois, il n'y a pas nécessairement le gros punch en attaque. Il est là, mais il ne ressort pas encore assez. Mais là, voici ce qui s'est passé. Les Sharks de San Jose contre les Devils dans le match suivant, le 31 octobre, on le laisse de côté. Donc, tu dis, OK, supposons que le joueur avait eu quelques problèmes, il a joué 10 minutes, qu'il n'a pas eu de tir au but, qui est invisible. Ça peut se comprendre. Mais après 8 tirs au but, c'est là que c'est curieux et je vais laisser Marco poursuivre parce que c'est ça, il y a quand même une explication au niveau contractuel là-dedans. Oui, il y a plusieurs choses. Donc, il y a la fameuse règle de 10 matchs. Ouais. Donc, Michael Misa a signé un contrat d'entrée. Ça veut dire qu'il peut juste retourner dans la Ligue canadienne de hockey. Si je me trompe, c'est avec le Saginaw Spirit. S'il joue 10 matchs, on brûle la première année de son contrat. Par contre, puis avec les Sharks, je pense qu'on s'en tape. Le problème avec l'utilisation, avec Michael Misa, c'est qu'on veut l'apporter petit à petit. La vraie date butoir pour eux, c'est la région des 40 matchs. À partir de 40 matchs, si tu joues 41 matchs, là, à ce moment-ci, le counter, l'espèce de timer débute immédiatement et à 7 ans plus tard, Michael Misa peut devenir agent libre sans compensation. Donc ça veut dire qu'il devient agent libre à 25 ans, qui est c'est immense. Tu deviens libre carrément dans ton pic de carrière. Les Sharks surveillent ça de près. Ils veulent le voir jouer. Ils n'ont pas joué les premiers matchs de la saison non plus. C'est pour ça qu'il y en a juste joué 4 là, à date. Selon ce que je me fais dire, c'est qu'on étudie aussi la possibilité de l'envoyer avec Équipe Canada Junior, jouer des matchs là-bas aussi, et ensuite le renvoyer. Il y a d'autres choses qui rentrent dans la considération aussi. On veut faire jouer davantage Alex Wennberg, qui lui risque fortement de se faire échanger, qui lui occupe présentement le poste de deuxième centre de ce club-là. Éventuellement, on aimerait voir Michael Misa prendre ce rôle-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Puis un peu à l'image de ce que les Ducks ont fait avec Leo Carlson, il y a un peu de load management qui se passe là-dedans aussi. Ils veulent l'apporter tranquillement. Il n'y a pas de pression pour performer. Je pense qu'il n'y a pas vraiment un grand enjeu là-bas pour eux de lui pousser au maximum pour essayer d'être parmi les candidats au Calder. Moi, je suis quand même content que le Canadien ne se soit pas retrouvé dans la situation où, là, il faut diminuer les tâches des jeunes qu'on amène. Ben, ils l'ont fait avec Slavkovski. Ouais, mais tu sais. C'est le seul. C'est le seul. Mais en même temps, il n'a pas eu à sauter des matchs comme
pour le ménager. Là. Ben, il n'a pas sauté les matchs, mais il a joué des matchs de 6, 7, 8 minutes. C'est ça. Ils l'ont... Et dans le cas de Michael Misa et des Sharks, ce qui est important de mentionner également, là, rappelez-vous de la transaction Carey Price. Lorsqu'on a envoyé Price aux Sharks et qu'on a obtenu un joueur hypothéqué par les blessures, Gannon Larocque, qui est simplement pour obtenir un contrat. La réalité, c'est que les Sharks ont 49 contrats en ce moment, un maximum de 50. Quand Marco parlait de la limite de 10 matchs, on a Michael Misa, mais on a Sam Dickinson également qui ont moins de 20 ans. Du moment qu'ils ne dépassent pas 10 matchs, ça ne compte pas dans la limite des 50 contrats. Ouais. Aussitôt qu'ils vont jouer leur 10e match, donc là, prends-le comme ça. Si Dickinson atteint le 10e match, t'es à 50, c'est encore correct. Mais si Misa atteint le 10e match, là, tu dépasses la limite, tu ne peux pas, c'est illégal. Donc là, c'est... Donc, autrement dit, si Dickinson atteint ses 10 matchs, dès que Misa va arriver à 9, ils ne pourront plus l'utiliser. Exact. C'est ça. Ben, ou tu le renvoies avec le spirit de Saginaw. Oui, selon moi, peut-être pas la meilleure idée. Là. Ou tu l'envoies avec l'équipe Canada Junior. Et entre-temps, comme on a parlé, je pense, il y a un mois, on entrevoit faire des transactions du côté des Sharks pour essayer de vendre plus tôt certains agents libres sans compensation en devenir qui vont libérer, avec ces transactions-là, des places de contrat sous la limite. Donc, on essaie de gagner du temps présentement. C'est gagner du temps, 100%. Parce que sur n'importe quelle autre équipe, je pense qu'il mérite de jouer. Puis Marco, je pense qu'à quelque part, ça pourrait faire partie de la possibilité. Souviens-toi de Tristan Luneau il y a quelques années. Ouais. Avait commencé la saison avec les Ducks. On avait jugé que c'était pas une bonne idée de le renvoyer avec les Olympiques de Gatineau. On l'avait gardé avec les Ducks. Et là, il était tombé pendant plusieurs matchs sans jouer. On avait le droit de l'envoyer dans la Ligue américaine à des fins de conditionnement. Ouais. Et t'es allé jouer quelques rencontres là. Et là, le temps d'acheter du temps, comme tu l'as mentionné, est venu le championnat mondial d'hockey junior. Bon, là, malheureusement, c'est blessé. Mais l'objectif était quand même de l'envoyer là, d'acheter du temps. Et là, par la suite, le plan, c'était que par la suite, on l'en renvoie dans la LHJMQ, avait été changé au Tigre de Victoriaville, mais à moindre prix parce qu'il était blessé. Mais l'objectif de base, c'était de l'envoyer dans une grosse équipe pour qu'il puisse potentiellement gagner le trophée Gilles Courteau ou la Coupe Memorial. Donc, je me demande si à quelque part, ça ne peut pas faire partie des plans là, un peu pour un Michael. Il y a eu Mathieu Savoie et Zach Benson aussi, dont on a géré un peu les situations à Buffalo, là, à savoir, on les envoie dessus au Mondial d'hockey junior. C'est comme si on essayait de gagner du temps jusqu'à la période des fêtes. Mais je pense que dans le contexte des Sharks, je pense que c'est vraiment la limite des 50 contrats. Et le fait qu'il a parlé du contrat de Carey Price, ils ont non seulement allé chercher le contrat de Carey Price à 10,5 millions, mais aussi le contrat de Ryan Ellis, si je me trompe, à 6,5 millions. Donc, des joueurs inactifs. C'est ça, des joueurs inactifs parce que ça veut rester au-dessus du plancher du cap salarial. Parce que oui, il y a un plancher à 70,6 millions de dollars. Tu ne peux pas aller en dessous. Si les Sharks, qui eux, selon moi, vont commencer le bal d'échange un peu plus tôt cette année que les années antérieures, parce que ça veut finir dans la cave côté Mike Grier, pas nécessairement du proprio, mais du DG. C'est là où tu vas être capable de te libérer des places. Et tout d'un coup, quand Michael Misa va revenir en janvier, il va être capable de jouer sans problème. Intéressant. Donc, et ça prend, si je me trompe, 4 matchs d'inactivité du côté de la Ligue nationale pour le renvoyer dans la Ligue américaine pour des fins de conditionnement. Donc, ça l'apporterait en fin novembre. Fin novembre, tu t'en vas vers le camp de sélection de l'équipe Canada et boum. Tu arrives là, ça t'achète un mois, tu arrives en janvier. Est-ce que les Sharks vont faire une transaction avant le gel de décembre, le gel des échanges de décembre? Et c'est là où le joueur pourrait en ce moment revenir et entamer le restant de la saison. À suivre. Ce serait toute une acquisition pour l'équipe Canada Junior pour le championnat qui a lieu à la période des fêtes aux États-Unis cette année au Minnesota. Allons-y, on est rendu là. Marty, pour ton espoir de la semaine. Mon espoir de la semaine, ça va être un peu particulier. Tu sais, je suis habitué de mettre un gars en valeur, quelqu'un que j'ai adoré, qui m'a tombé dans l'œil et tout ça. Là, cette semaine, j'ai Ryan Rubrick des Ice Dogs de Niagara pour une raison à l'opposé, dans le sens que je me garderais une gêne avec ce joueur-là. Je l'ai regardé pas mal cette semaine et tout ça, puis, tu sais, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur de gros gabarit, 6 pieds 4, 6 pieds 5 pouces, il se positionne bien, les décisions sont bonnes sur la patinoire, il joue bien défensivement, supporte bien ses coéquipiers, tu sais, sur la patinoire, tout ça, mais je le regarde jouer, et là, je me disais,
après 1 ou 2 matchs, moi je l'avais 10e dans ma liste préliminaire, donc je me disais, je suis pas un grand partisan, mais bon, je vais attendre de voir quelques matchs. Et là, j'ai refait une ronde de visionnement cette semaine. Puis là, ça m'inquiète pas mal. C'est que je trouve que c'est le genre de joueur. Tu sais, parfois, tu te dis, OK, est-ce qu'on peut cibler des gars dans le top 15 ou top 20 qui ne seront pas des joueurs dominants et que tu veux faire attention? Il faut faire attention, là. Il peut me montrer le contraire d'ici 2 ou 3 mois, mais je trouve qu'il a beaucoup de choses qui me font peur. Dans le sens, l'intensité n'est pas énormément au rendez-vous. Je trouve qu'il va dans les coins. Il est intelligent, comme je l'ai dit. Il est capable d'avoir un bon bâton puis tout ça. Mais je trouve que c'est moindrement t'es intense, t'es capable de gagner tes bagarres avec lui. Je trouve que sa production offensive, malgré, vous allez voir, il y a quand même de bonnes statistiques. Je trouve que ça vient beaucoup par l'avantage numérique, par son tir. Il a un excellent tir sur réception, un excellent tir des poignets. Il se démarque de cette façon-là. Mais à 5 contre 5, je le trouve parfois un peu, pas invisible, mais ordinaire. Je l'ai regardé dans un match, notamment contre Eaton Belchetz des Spitfire de Windsor, dont on a déjà parlé. Et Belchetz a été de loin meilleur, plus intense, plus gros, là, ça va paraître drôle à dire, meilleur au niveau des chances de marquer, meilleur devant le filet, meilleur à tous les niveaux. Donc, on verra bien, ça peut changer. Mais moi, j'aurais le goût de dire, s'il y a un joueur qu'on parle dans le top 10 ou top 20 en date d'aujourd'hui, que je dirais, lui, celui-là, je vais faire extrêmement attention. Quelqu'un que ça se peut que j'ai haut quand même dans mes listes, mais que j'arrive... Avec un red flag, là. Supposons que je suis une équipe, disons que j'ai Rubric 14e, puis que j'ai un joueur que j'aime vraiment plus qui est 18e, c'est possible que je prenne mon joueur à 18e parce que je le place 14e parce que je respecte le talent, je respecte quand même beaucoup de qualité, mais il y a vraiment un gros point d'interrogation que j'ai en ce moment sur Rubric qui fait en sorte que je me garde une gêne. Je l'avais 10e de ma liste préliminaire, je dirais pas je l'ai où, il a descendu de quelques rangs. J'ai hâte de voir où il va aller. C'est un secret. Les grands secrets. Mais écoute, je pense que, tu sais, Rubric, la grande majorité du monde l'avait même dans leur top 5 en début de saison. Là. C'est même l'Athletic, je pense qu'il avait top 5. Mais c'est d'ailleurs pourquoi Corey Pronman adore les gros joueurs. Right? C'est pour ça que tu as toujours ces gros joueurs-là en avant. Mais c'est un piège dans la Ligue canadienne, ces gros joueurs-là, parce que Rubric avait 6 pieds 4, même l'année passée, à 16 ans. Et c'est là où il a pu s'imposer. Son frère est gigantesque aussi. Exactement, mais c'est là où tu es capable de t'imposer physiquement. Tu as une large avance. Et c'est quoi qui va faire la différence quand le monde sont capables de suivre de d'autres façons, avec du talent, avec plus d'efforts, avec une augmentation de leur niveau physique. Mais c'est là où tu commences à te faire dépasser un peu. Là. C'est là où je me pose des questions. Tant qu'à la créativité, tant qu'à l'impact de son physique dans la Ligue nationale. Ça me fait penser beaucoup à d'autres jeunes qui sont passés par le même chemin, qui ont été repêchés dans le top 10. Tu sais, c'est la question qu'on avait avec Daniel Booth. Est-ce que c'était juste un gars de 6 pieds 6 ou est-ce qu'il y avait vraiment la capacité de manier une rondelle de façon à être capable d'être un joueur de top 6 sur une base régulière avec un QI hockey qui suivrait? On a la réponse maintenant. Ça l'augure très bien dans ce contexte-ci. Il a bien su se développer et ajouter des éléments à son jeu. Je ne vois pas, comme Marty dit, je ne vois pas encore la poussée que j'ai vue, mettons, de Ethan Belchetz, que lui a vraiment, même pour un gros bonhomme, a pris un envolé un peu plus d'intensité, un peu plus d'apport défensivement, capable de jouer au centre, capable de jouer dans toutes les situations. Je vois juste pas ça de Rubric. Et je me demande si... parce que là, son club fait bien aussi. Là, Niagara, c'était une équipe qui était même pas à 500 l'année passée. Puis aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, je me dis, est-ce que c'est plutôt une question du coach, puis j'ai hâte de pouvoir en discuter avec le jeune durant cette année, ou est-ce que c'est plutôt une stratégie d'équipe, ou est-ce que c'est vraiment on n'ajoute pas assez d'éléments à son jeu pour le voir se distinguer offensivement plus souvent? Moi, c'est pas une comparaison, je joue pas pareil, mais j'ai pas le choix d'avoir Michael Rasmussen en tête lorsque je parle de Ryan Rubric. 6 pieds 5 pouces, souvenez-vous à son année de repêchage très haut coté, repêché top 10 par les Red Wings. Moi, personnellement, Michael Rasmussen, je me souviens à son année de repêchage, j'étais pas un partisan. Je l'avais il faudrait que je retourne voir mes listes, mais 21 ou 22e.
parce que je trouvais que sa façon de produire, c'était tout le temps la même chose, devant le filet. Il n'y avait pas énormément de grandes mains. C'était pas un grand joueur offensif. C'était Plus fort physiquement que la majorité des gars avec qui il jouait. C'est ça. Il arrivait devant le filet, il gagnait toutes ses bagarres parce qu'il était beaucoup plus gros que tout le monde. Puis là, c'était des retours de lancer, des déviations, constamment des rondelles libres, des buts poubelles, comme on dit. Là. Ça, à un moment donné, dans la LNH, tout le monde est plus gros. Tout le monde est capable de jouer l'homme. Ça devient plus compliqué. Et qu'est-ce qui est devenu Rasmussen? C'est un gars de la LNH, mais c'est pas un attaquant top 6. C'est pas plus un gars de soutien. Et Robrek, je pense que c'est un gars de la LNH. Je pense que son intelligence fait en sorte qu'il est capable de se tailler une place. Mais est-ce que c'est un attaquant top 6? Il y a quelques espoirs que j'ai en tête. Là, j'ai parlé de Caleb Malhotra la semaine dernière. Là. Moi, selon moi, Caleb Malhotra a peut-être un meilleur plafond. Puis c'est un gars, clairement, que je vais avoir, ou du moins en ce moment, tu vois, je l'ai devant dans ma liste. Là, Tu vois, Rubrick est un gars que je pense qu'il va passer par la NCAA l'année prochaine, primordialement à cause de qu'est-ce qu'on parle en ce moment. Je pense que tu veux mesurer ton physique à d'autres, oui, mais la NCAA, c'est une ligue plus physique, plus mature en tant que telle. Donc, c'est là où peut-être il va être forcé ou challengé de vraiment plus développer sa game, disons, sur glace et non physique, pour qu'il puisse vraiment se développer les bonnes habitudes pour être capable de rentrer dans la Ligue nationale dans un rôle top 9. Mais si c'est pas au centre, c'est difficile de lancer un choix top 10 sur un joueur comme ça. C'est un ailier en plus. C'est un ailier en plus. Donc, c'est là où ça vient de chercher. Tu sais, il a été repêché dans la Ligue d'Ontario comme centre, mais il va évoluer comme ailier. Il évolue présentement comme ailier. Et si ça va être le cas, tu dois être capable de te différencier d'une façon ou d'une autre, que ce soit offensivement ou défensivement. Donc, personnellement, je dois voir plus. Puis je pense qu'il y a assez de place pour une croissance, spécialement au bas du corps, on en parlait un peu avec David Reinbacher. Il peut prendre la masse du côté du bas du corps, il peut améliorer son coup de patin. Puis je pense que même s'il fait ça, ça pourrait aider grandement avec son transport de rondelles et sa création en mouvement, en transition. Je pense que c'est ça qui pourrait vraiment l'aider. Excellent profil, messieurs. Merci pour ces savantes analyses. Un 8e épisode déjà dans les livres. Et pour le 9e la semaine prochaine, on vous réserve une surprise. On vous dit pas c'est quoi, mais il y aura une surprise pour l'édition de la semaine prochaine. C'est à ne pas manquer. On s'en va sur la route, d'ailleurs, cette semaine. Ça aussi, c'est une petite surprise qu'on vous réserve dans les prochaines semaines pour le podcast. Merci, Marty. Merci, Marco. C'est quoi la surprise? Je ne savais même pas. Oui, tu sais. C'est juste que tu t'en rappelles pas. Oh, OK. Moi, ma surprise personnelle, c'est d'être avec vous toutes les semaines. C'est un charme. Une surprise. Bon, ouais, voilà. C'est parfait. C'est pas une surprise, là, mais c'est agréable. T'aurais dû débuter avec, je veux dire, n'importe quoi, mais Hey, tu l'as même pas dit aujourd'hui. c'est moi qui l'ai dit. Pas dit la semaine dernière non plus. Ah, c'est parfait. C'est extraordinaire. Merci à Jacob Langlois-Pelletier et à Olivier Paiement pour la réalisation, la production de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour Processus. Salut tout le monde. You win. Processus. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico.